Alors, bonjour et bienvenue à cet atelier sur la téléconsultation. Je me présente, Pierre Lheureux, andragogue. Je suis impliqué dans de nombreux projets communautaires, principalement en intervention, occasionnellement en recherche. Cette préoccupation autour de la téléconsultation s'est rapidement imposée avec le début de la pandémie dans les organismes avec lesquels je travaillais. Je vous présenterai donc un petit bout sur un peu le contexte d'intérêt de recherche d'observation de cette réalité et bien sûr sur un projet plus spécifique de télé-suivi auquel je suis impliqué. J'ai avec moi mon collègue Martin Salva. Bonjour à tous, donc c'est ça, moi c'est Martin, je suis intervenant donc, au Centre de ressources pour hommes de Montréal et je suis travailleur social aussi. Donc moi, mon but après Pierre, ça va plus être de partager mon expérience vraiment d'intervention là sur le terrain. Puis qu'est-ce que je fais peut-être au centre aussi? Vraiment, je fais de tout. Donc, beaucoup intervention, accueil, évaluation des hommes qui viennent nous appeler. Donc, on parle des hommes adultes, là, donc vraiment tout profil, toute problématique. Donc, c'est vraiment généraliste en fait. Donc, accueil, évaluation, on fait du suivi court terme, donc individuel, qui peuvent aller jusqu'à 12 rencontres. Et puis, on va animer des groupes aussi. Donc, pour faire court, là, les groupes, on a un café rencontre beaucoup pour briser l'isolement puis développer l'entraide entre hommes. C'est un groupe ouvert, donc le plus possible accessible là, pour briser l'isolement. On a un groupe gestion de la colère, donc des fois l'agressivité, c'est une grosse demande, donc on offre ça. Puis avec Pierre, on anime un groupe qui est bilan de vie, projet de vie, là, donc vraiment pour les hommes là, qui veulent développer leur vie, qui ont une certaine stabilité, puis qui veulent développer des projets. On anime ça ensemble. D'ailleurs, on a eu l'expérience en vidéoconférence et en présence, donc c'est une bonne chose. Je vais vous en parler un peu plus après. Voilà. Donc, c'est excellent. Je trouvais important la présence de Martin qui a justement expérimenté les trois modalités, l'accueil téléphonique, l'accueil en visio d'hommes, le suivi individuel et les activités de groupe. Alors, je trouvais que c'était la totale de ce qu'on avait l'intention d'aborder, impliquant aussi bien le téléphone que le courriel, que les activités en mode Zoom, comme on le fait ensemble aujourd'hui. Je vais vous proposer à ce moment-ci de partager tout de suite l'écran avec le PowerPoint qu'on a préparé et on redeviendra disponible à la fin de ce parcours-là pour échanger avec vous, bien sûr. Alors, j'y vais rapidement dans le mode présentation. Donc, peut-être pour commencer rapidement, je vais brosser très, très vite, vraiment à très grands traits, des éléments en lien avec des projets de recherche et d'exploration, dans le fond, des modalités de téléconsultation. Je vais passer très rapidement ces éléments-là, mais je trouvais que l'occasion était bonne, que vous entendiez parler des projets sur le terrain en ce moment et que vous soyez à l'affût de toutes ces belles retombées dont on s'attend de les avoir un peu plus tard dans le courant de l'année. Alors, je vais commencer peut-être en faisant un petit rappel. On a toute cette aventure un peu commencée il y a de ça un petit peu plus d'un an avec un mini-projet très maison, très simple, sans prétention, initié avec la collaboration et le soutien de Jacques Roy, où on a lancé rapidement, avec le début des adaptations que les groupes faisaient, un petit sondage auprès des organismes pour savoir quel type d'adaptation à la au télésuivi était mise en place. Grosso modo, on avait reçu des réponses de 32 organismes, dont 9 de la région de Montréal, 23 d'autres régions. Je résume à grands traits. Ce qui était intéressant à ce moment-là, les 32 avaient maintenu des liens avec leurs clients par une modalité ou une autre. Et ce qui était particulièrement intéressant, c'est qu'avant la pandémie, à peine 10% avaient des suivis de type en ligne, alors que pendant cette première phase de la pandémie, on était passé déjà à 80%. Et à ma connaissance, par des contacts avec certaines régions, certains organismes que je côtoie régulièrement, je sais que c'est à toute fin pratique tous les organismes qui ont fini par développer des volets significatifs en téléconsultation. Autre aspect que je trouvais intéressant de vous mentionner en débutant, c'est qu'à cette époque-là, et là on parle de septembre 2020, donc ça fait un long moment, on est déjà une année plus loin, déjà 2/3 des 32 organismes indiquaient qu'ils avaient l'intention, vu les retombées qu'ils constataient, de poursuivre avec des volets ou des modalités de téléconsultation. Bien sûr, en parlant du projet de recherche actuellement piloté par le pôle d'expertise
j'y viendrai, on devrait avoir un portrait de ces réalités-là beaucoup plus à jour dans quelques mois. Ce qui était intéressant aussi, c'est que déjà des avantages importants étaient signalés de la part des équipes. En fait, dans l'effort qu'on avait fait, on s'était surtout questionné auprès des gestionnaires et des intervenants des équipes et on les avait également sollicités sur les commentaires qu'ils avaient reçus des clients par rapport à ces modalités qu'elles avaient mis en place, que les équipes avaient mises en place. Donc, effectivement, parmi les avantages qui étaient déjà nommés, la simple poursuite des services plutôt que l'abandon, la suspension ou le fait de tomber dans des processus d'attente très, très longs était déjà un élément important. Ça semblait être aussi relativement facile, plus qu'on l'aurait imaginé pour un certain nombre de clientèles également. Les défis, bien sûr, vous vous en doutez, vous les avez sûrement vécus vous-même comme intervenant. Le défi de l'informatique, alors avec tout le monde n'étant pas également pourvu en termes de matériel, de liens aussi également, donc voilà. Et bien sûr, il y avait dans certains cas des enjeux un petit peu plus précis, un peu plus délicats de confidentialité, de consentement au suivi, donc voilà. Du côté des équipes, effectivement, sur leur expérience comme équipe, la poursuite des services, voir les personnes, notamment avec les modalités visuelles, visio, donc un ajout nettement significatif par rapport au simple suivi téléphonique. Bien sûr, des adaptations nécessaires sur la taille des groupes, notamment, et les modalités de mobilisation à distance, notamment lorsqu'on veut accompagner des personnes dans des changements d'approche, de comportement, de stratégie de vie dans leur rapport à leur entourage. Et il y avait bien sûr, comme pour plus largement ce que disaient les clients, des enjeux autour de la confidentialité, de l'accessibilité informatique, de l'évaluation de la dangerosité dans certaines situations, notamment j'en reparlerai en violence conjugale et familiale, qui est un des champs dans lesquels je suis très investi. Les participants avaient donné aux intervenants des échos en termes de leur appréciation. On s'en doutera, la modalité de service en personne était malgré tout préférée, mais il y avait une grande reconnaissance à cette étape-là, du seul fait de pouvoir au moins avoir un suivi, de l'avoir en ligne était déjà un meilleur point. Et ressortaient différents éléments que je vous évoquerai dans les projets auxquels moi j'ai été impliqué, que pour certaines personnes, la conciliation vie familiale suivie était tout d'un coup devenu quelque chose de possible. J'évoquerai que dans la région où je suis très impliqué, les Laurentides, l'enjeu de l'accessibilité géographique des services était déjà complexe et problématique et s'est trouvé en grande partie facilité avec le passage aux services en ligne, malgré les petits inconvénients. Et pour plusieurs, dans le contexte de la pandémie, ces suivis en ligne, individuels ou de groupe, étaient une bouffée d'oxygène permettant de briser l'isolement de façon très, très significative. Voilà. Voilà pour ce court extrait. Bien sûr, il y a plein de choses qui se sont passées sur le terrain depuis cette période qui était dans le fond dans la foulée de la toute première vague de la COVID. Il y a des projets qui étaient initiés en parallèle à ce petit effort modeste que l'on avait fait, notamment par Normand Brodeur et Valérie Roy en lien avec le réseau À cœur d'homme, pour effectivement regarder dans ce réseau qui intervient en violence conjugale et familiale les modalités d'adaptation. Donc, ils ont, eux, de leur côté, creusé davantage. Et ces efforts, réflexions collectives ont mené à la présentation et au lancement d'un projet beaucoup plus substantiel d'une équipe large, élargie, pilotée par Gilles Tremblay du pôle d'expertise en santé et bien-être des hommes sur l'intervention psychosociale à distance. Je n'irai pas dans les détails. Mon souci était peut-être que vous soyez au courant, parce que probablement certains d'entre vous en étiez peut-être pas encore informés, donc de ce projet d'études et de suivi des suivis de première ligne en ligne, offert à distance et en mode virtuel. Donc, le projet qui a commencé il y a déjà un bon moment, au printemps, en fait, déjà, c'est commencé. Donc, piloté, vous aurez dans le PowerPoint qui vous a acheminé, dans le fond, la liste des chercheurs. Vous en connaissez probablement pour certains de la région de Montréal, certains assez bien, de même que les partenaires qui y sont associés. Comme vous voyez, c'est un projet colossal impliquant beaucoup de gens. Vous verrez en parcourant le PowerPoint que la définition de la téléconsultation était une définition qui permettait aussi d'élargir à différentes modalités, incluant des choses comme, bien sûr, comme le clavardage et les téléphones, que de mon côté, on avait moins exploré.
L'objectif, documenter le phénomène de l'intervention à distance, dresser un portrait des différentes pratiques, aller chercher le point de vue des intervenants, mais également des clients. Donc, il y a eu des groupes qui ont été réunis avec des clients pour tenter de définir, dans le fond, le contour des bonnes pratiques, aussi bien du point de vue de la clientèle que du point de vue des praticiens et des intervenants, intervenantes impliqués. Donc, je pense les éléments de qui étaient sollicités. Je me fie que pour ceux d'entre vous qui auront un grand intérêt, vous pourrez y jeter un coup d'œil un peu plus en détail et être à l'affût des éléments de présentation de ces résultats-là qui devraient survenir, si je comprends bien, à quelque part vers la fin de l'hiver prochain en 2022. Donc, vous verrez, si vous parcourez le document, que les cibles vers lesquelles on allait, CLSC, GMF, organismes communautaires, organismes en prévention, organismes d'aide. Vous voyez qu'il y a eu des participants sollicités dans presque tous ces secteurs-là. Et de même, il y en a toujours en recrutement. Et il y a même encore du recrutement. Oui. Alors, je suis en présence d'un des leaders de ce projet et on me dit qu'il y a encore du recrutement parce qu'il y a encore de la sollicitation. Donc, écoutez, vous avez les coordonnées un tout petit peu plus loin, vous allez avoir les coordonnées de l'équipe de recherche. Donc, manifestez-vous si vous avez des clients, des intervenants aussi. Non, les intervenants, on a fait le plein. Donc, si vous avez des clients qui pourraient être dans les zones les groupes cibles qu'on a identifiés, il y a encore de la place pour inviter ces gens-là à être associés au projet. David Guillemette qui coordonne de manière… Là, je passe rapidement le calendrier. David Guillemette ou Gilles Tremblay, David étant le coordonnateur pratique du projet. Je pense que ce sont les personnes à contacter pour proposer le lien avec des clientèles, des gens que vous avez. Ils pourront vous expliquer l'ensemble, vous envoyer d'ailleurs le matériel pour que vous compreniez les tenants et aboutissants et soyez à même de mieux le présenter aux clients que vous souhaiteriez peut-être inviter à se joindre à ce projet de recherche. Alors, vous voyez, un bon addon, je n'étais plus tout à fait sûr s'il restait encore une recherche, alors ça tombe bien. Voilà, donc c'est la mise en entrée. Je vais aller rapidement vers un projet dans lequel je suis personnellement impliqué dans les Laurentides, donc depuis le mois d'avril de 2020, c'est-à-dire que très, très vite, les organismes avec lesquels je travaille en violence conjugale dans cette région-là se sont mobilisés et on a relativement rapidement, peut-être aussi avec l'écho qu'on voyait déjà de certains clients, on s'est rendu compte qu'il y avait un potentiel définitivement intéressant de rejoindre. Comme je l'évoquais, deux éléments apparaissaient déjà pour nous sur le terrain. D'une part, la conciliation avec la vie familiale faisait qu'un certain nombre de clients qui avaient de la misère à avoir une régularité et un engagement se trouvaient tout d'un coup beaucoup plus disponibles, beaucoup plus faciles à recruter. Deuxième élément qu'on a constaté, des hommes un peu plus gênés, un peu plus embarrassés au moment du premier contact se sont mis à faire des demandes, des clientèles qu'on ne voyait pas d'habitude. Et finalement, troisième élément important, on n'est pas à Montréal, on est une région vaste, très morcelée, avec parfois des conditions de déplacement d'un point à un autre assez complexes et un nombre limité de points de service qu'on était à même d'offrir. Donc, le passage au mode en ligne a fait en sorte qu'on s'est retrouvé avec des clientèles qu'on ne voyait pas d'habitude. Et le projet dont je vous parlais aujourd'hui, à titre d'exemple, autour de la communauté anglophone des Laurentides, sera une illustration intéressante de cet élément. Donc, trois avantages majeurs dès le début de notre initiative avec ça. Par contre, comme vous le verrez, on a dû développer des adaptations. Je vous présente le volet anglophone parce que c'est une primeur, c'est une nouveauté, c'est quelque chose qui manquait dans les régions au Québec où, oui, il y a des services à Montréal en violence conjugale et familiale pour les hommes en anglais, mais il n'y en avait pas en région. Et donc, nous, c'était une préoccupation de notre région. On a quand même une communauté anglophone significative, mais qui était extrêmement morcelée, dispersée sur le territoire. Donc, on n'arrivait jamais depuis 15 ans à créer à aucun moment un groupe. Bien sûr, avant d'aller vers ce volet-là, qui est maintenant lancé depuis le début de l'automne, on avait déjà transformé depuis un an, un peu plus d'un an même, le volet francophone. Donc, j'ai choisi
à dessein de vous présenter le volet anglophone pour attirer l'intérêt et l'attention peut-être de gens sur le fait que cette modalité du travail en ligne peut être une porte d'entrée pour aller vers des clientèles que l'on ne rejoint pas par nos modalités habituelles, traditionnelles, avec le présentiel, etc. Donc, il y a là quelque chose d'intéressant. Et les modalités que je vais vous présenter sont essentiellement les mêmes que l'on a développées pour le volet francophone. On les a transposées pour la mise en place du volet anglophone. Donc, on a dû, bien sûr, les modalités de recrutement sont différentes, mais ce qui a surtout changé, ce sont les modalités de prestation de services. Donc, le programme Living Without Violence a été officiellement lancé au mois de septembre. On a déjà 2 groupes. Et comme pour les organismes avec qui je travaille et qui sont partenaires, parce que c'est un partenariat de 3 organismes, ce que je trouve aussi une modalité intéressante. Four Corners est le regroupement offrant des services psychosociaux de nature communautaire dans les Laurentides et notamment en paternité aux communautés anglophones. PAIX, qui est l'organisme qui travaille en violence conjugale dans les Hautes-Laurentides, et ACRO, qui travaille dans les Basses-Laurentides. Donc, c'est un projet en plus en partenariat de 3 organismes qui ont chacun mis le tiers du budget pour rendre possible ces services. Je trouve quand même important de le reconnaître. Tous ces gens-là ont fait des efforts sans avoir eu de financement pour le faire. Donc, c'est un projet qu'on a décidé d'ouvrir et de lancer malgré les contraintes. Donc, quelques éléments, c'est bien sûr un service donc, en violence conjugale familiale s'adressant exclusivement aux hommes, donc adultes, 18 ans et plus, admettant avoir des enjeux de colère, violence et voulant changer. Les grandes étapes ressemblent à ce que l'on trouve dans les programmes identiques, références. Dans notre cas, il y a 3 portes d'entrée, les 3 organismes. L'évaluation des besoins au téléphone et ou par web se fait par des professionnels attachés à ce projet. On est également en partenariat avec le CRIPCAS qui fait à la fois recherche, mais également qui nous permet de développer une expertise en termes d'évaluation clinique des clientèles que l'on reçoit. C'est un volet qui est déjà aussi en vigueur au niveau francophone. On l'a élargi au volet anglophone. Par la suite, entrevue approfondie en ligne avec un intervenant, arrangement, test technique pour s'assurer que la personne est parfaitement capable de se connecter et de participer avant son inclusion dans le groupe. Le format ressemble à ce que l'on trouve dans les groupes en violence conjugale auprès des hommes, 20 semaines de groupe, mais dans notre cas, on a une particularité. On a également 4 sessions individuelles qui sont imbriquées à chaque 4 semaines de suivi en groupe. L'homme se retrouve aussi avec un intervenant privilégié pour une entrevue individuelle. Le format de groupe a bien sûr changé. On parle de groupe d'un maximum de 4 clients avec 2 intervenants et une session d'1 heure en ligne. Mais, comme je vous le présenterai dans un instant, complété par un travail personnel obligatoire, fait de lecture brève, vidéo, tests à compléter, le tout supervisé. Chaque semaine, un client va recevoir ce que je vais vous montrer dans un instant, un bloc de vidéos, de documents et un questionnaire en ligne informatisé dont nous recevrons les résultats avant chacune de ces présences en groupe. Et le programme est très rigoureux. Un homme qui ne se présente pas à une séance de groupe a une absence. Il peut être exclu au bout de 3 manquements. Et s'il ne fait pas non plus les devoirs, parce qu'ils font partie du programme, c'est la même conséquence. Vous manquez 2 rencontres, vous ne faites pas vos devoirs, vous recommencez le processus. Et à date, je dois dire quelque chose de fabuleux, on n'a pas d'abandon. Les seuls abandons qu'on a eu à date sont des gens qui ont des circonstances personnelles, changement de travail. On dirait que cette rigueur qu'on a insufflée dans le cadre a fait en sorte de renforcer. Personnellement, j'assiste à toutes les rencontres depuis des mois, donc je vois l'engagement des clients et c'est absolument remarquable. Vous vous en doutez, comme pour beaucoup d'autres formats en ligne, il y a des règles de groupe. Je ne les réitérerai pas puisqu'elles ressemblent à ce que probablement vous connaissez dans toute autre modalité. Les règles notamment de discrétion, pas de photo, pas de vidéo, être présent, être dans une salle qui est appropriée. Un client qui nous répondrait assis dans sa chambre sur son lit. Ce serait la dernière fois qu'il le fait dans la chambre sur son lit. La semaine d'après, il est dans un endroit propice avec discrétion et tout. On est très rigoureux et les hommes se plient à tout ça finalement assez bien. Je vais donc vous donner une idée du contenu de l'agenda. Alors, on est ambitieux. On a développé 50 ateliers, donc bien au-delà du 20 semaines de base. Pourquoi? Parce qu'on vise à pouvoir avoir un programme souple où au-delà des
10 à 12 premières rencontres que vous avez maintenant là, dans le programme à l'écran, on souhaite être capable d'adapter le parcours du groupe avec lequel on travaille à des particularités. Par exemple, des enjeux comme la jalousie, la parentalité, les règles quand on est en couple, vers la fin d'un processus, la communication parfois et la coparentalité vont être des sujets qui viennent plus tard, comme vous le verrez à l'écran, dans les étapes suivantes, comme par exemple le compte de banque du couple, le point 23, Couples Bank Account, ou Jealousy, le bloc 22, viennent à des moments qu'on juge opportuns. Donc, les intervenants ont ça en banque et peuvent le devancer à tout moment si le parcours du groupe fait en sorte que ce serait le bon sujet pour aborder les enjeux de violence ou de gestion de soi à l'intérieur du parcours. Donc voilà, je passe la suite. Vous pourrez encore là parcourir. Je vous l'indiquerai aussi parce que les coordonnées apparaissent à la fin. Si vous êtes désireux d'en savoir plus, de communiquer avec nous, de voir la possibilité d'avoir accès à une partie de notre matériel. Les 3 partenaires sont des gens extrêmement ouverts qui m'ont tous dit qu'ils étaient prêts à partager l'ensemble de leur matériel. Quand vous verrez la liste du matériel au-delà des thématiques, vous verrez que là, il y a là quelque chose d'intéressant. Alors, voici à titre d'exemple ce que reçoit un client juste après la 2e entrevue. Donc, on va lui acheminer par courriel, en fait, pas par courriel, par un lien Internet actif, comme vous le faites pour vous brancher aujourd'hui au colloque, 2 documents en format papier PDF, le cycle de la violence, le tunnel de la violence. On va lui envoyer aussi une vidéo de 2 minutes 30, une deuxième vidéo plus détaillée que l'on a produit nous-mêmes, parce qu'on a produit jusqu'ici 140 capsules vidéo, 40 en anglais et 100 en français. Celle-ci un peu plus longue, 3e sur les 4 questions, et il a ce que vous voyez à la fin, email plus link for the first group session. Ils reçoivent chaque semaine un document actif. Vous connaissez probablement, si vous êtes familier avec l'environnement Google, le logiciel Forms qui permet de créer des questionnaires et probablement le logiciel Sway qui permet d'envoyer ça en mode sondage ou test à compléter en ligne. Donc, vous voyez, pour cette première rencontre pré-début en groupe, le client reçoit un travail qui compte pour 49 minutes 30 en moyenne, certains prenant un peu plus de temps. Aussi, à quoi ça ressemble? Je donne juste quelques extraits. Le cycle de la violence qui leur est expliqué par la vidéo, mais dont ils gardent un format papier. Des tests comme celui-ci sur est-ce que vous faites bien votre time-out ou votre temps d'arrêt, qu'on leur laisse également, donc ils peuvent conserver dans leur propre ordinateur, imprimer s'ils le désirent. Un exemple d'une des vidéos, bien sûr, je ne la présenterai pas, mais donc, vous avez à l'écran Conrad Popko, qui est un de nos 2 thérapeutes intervenants dans le processus de groupe. On a également produit des capsules en mode théâtre, où on met des mises en situation pour inviter les clients à comparer ce qu'ils font comme travail ou comme effort avec ce qu'un couple qui est un couple d'intervenants, vous comprendrez, ont préparé pour illustrer la bonne façon de faire un temps d'arrêt. Un temps d'arrêt, ce n'est pas dire « bye, ciao, mange de la merde », parler en bon français, c'est dire « je m'excuse, là, je sens que j'accumule de la pression, je ne vais pas dire des choses que je vais regretter, je préfère qu'on prenne un temps d'arrêt, que je me retire, puis qu'on reprenne la discussion tout à l'heure. » Vous voyez, donc, on va jusqu'à ce type d'intervention-là où on amène les gens à aller plus loin. Et là, vous avez ce que les gens recevraient dans le fond, dans leur courriel, c'est-à-dire l'équivalent d'un document général dans lequel vont être présents les documents vidéo, les documents papier et, à la fin du processus, le questionnaire à compléter de leur côté. Et bon, j'en ai mis une autre, il y a d'autres blocs comme ça. Alors voilà, donc c'est grosso modo le modèle. Si jamais vous désirez en savoir plus, vous pourrez bien sûr prendre contact avec nous. Il nous fera plaisir de vous mettre en lien avec les concepteurs et les développeurs de ce projet. Ça m'amènerait à passer la parole à mon collègue Martin. Je vais donc vous proposer que je mette fin au PowerPoint, puisque à partir de maintenant, on va être plus en échange avec vous, après bien sûr la présentation de Martin. Donc, génial. Je vais prendre le flambeau. D'ailleurs, on ne s'est pas demandé, mais comment on fait pour les échanges? Est-ce qu'on rend ça interactif? Est-ce qu'on permet aux gens de nous poser des questions pendant? Ou... C'est comme vous voulez.
Puis, On pourrait faire une chose, j'ouvrirais le clavardage, comme ça, s'il y a des questions pendant que tu parles, je les aurai à cliner, mais sinon, j'imagine qu'on prendra les questions par la modalité habituelle, c'est-à-dire on basculera peut-être en mosaïque pour avoir tout le monde à l'écran et voir comment on peut… Parce que c'est ça, moi j'ai prévu de ne pas faire forcément très longtemps pour laisser un temps là, pour avoir les expériences des intervenants aussi qui nous écoutent. Là. Donc, mais je pense que si vous avez des questions au fur et à mesure, mettez-les dans le chat, puis on pourra y répondre aussi. Ouais. Donc, c'est un peu ça mon idée. Donc, OK, ben, merci Pierre. Puis, ben, c'est ça. Donc, moi, je vais surtout vous parler de mon plus d'expérience d'intervenant. Donc, vraiment au niveau de l'intervention, c'est vraiment un regard d'intervenant, de travailleur social sur le terrain, puis dans mon organisme. Donc, c'est sûr que c'est mon expérience dans mon organisme à moi, où on est vraiment dans la relation d'aide, vraiment de l'intervention, soit en individuel, soit de l'animation de groupe. Donc, c'est ça, donc dépendamment des contextes, ça peut être différent, hein, la réalité, mais pour moi, c'est ma réalité que je vais vous décrire un petit peu. C'est ça. Mais déjà, je me suis dit en une phrase, un petit peu, si je peux vous résumer en une phrase ou deux mon point de vue là, sur la vidéoconférence, mais moi, vraiment, c'est une expérience très, très positive. Mais après, je suis très à l'aise avec les technologies, j'adore ça. Donc, c'est sûr que moi, ça a été très positif, j'aime beaucoup ça. Que ce soit en individuel ou en groupe, c'est quelque chose là, que j'ai apprécié. Pourquoi j'aime ça? Parce qu'en fait, ça aide aussi, c'est vrai que ça rend plus accessible les services pour certaines personnes. Puis moi, j'interviens auprès des hommes, puis nous, notre but, c'est qu'on sait que les hommes, ils ont de la difficulté à accéder aux services. Il y a toutes sortes d'obstacles qui peuvent leur arriver. Donc, dès qu'il y a des obstacles qui peuvent être sur leur chemin, ça peut être un moyen pour eux de ne pas aller accéder aux services. Et donc, à partir du moment où cette modalité existe et peut faciliter les services à certains, c'est parfait, il faut l'utiliser. Donc, là-dessus, je trouve ça super. Maintenant, le gros mais que je dis, c'est que ça ne doit pas remplacer l'intervention en présence. Parce que c'est sûr que dans la relation d'aide, on a beaucoup plus de choses qui passent en présence. Donc, que ce soit en individuel ou que surtout en groupe, la dynamique est vraiment pas pareille. Puis pour avoir animé des groupes, là, les cafés rencontres, puis le bilan de vie, projet de vie, nos participants, définitivement, ils nous disent qu'est-ce qu'on préfère en présence, puis ça avait hâte de retourner en présence. Donc, puis moi, je le sens. Puis, dans ce qu'a partagé Pierre, là, dans les questionnaires là, sur les intervenants, moi, j'étais pas mal en phase là, avec tout ce qui a été dit. Puis, on voit, il y a marqué préférence en personne. Puis, oui, moi, c'est pareil quand même si j'aime beaucoup la vidéoconférence. La présence, ça reste vraiment ma préférence pour beaucoup de raisons. Puis, ce n'est pas seulement un ressenti, ah oui, moi, je préfère, mais il y en a d'autres qui préfèrent. C'est vraiment, au niveau clinique, il y a vraiment des avantages au présentiel. Donc, c'est ça. Donc, c'est ça que j'ai un petit peu, c'est ça un peu mon point. Mais je vais détailler un petit peu ça. Voilà. Alors, première chose, ce que je veux dire, moi, je suis aussi un usager. Hein. Je reçois des services. Hein, donc, je me disais, tiens, ça peut être intéressant juste de dire, tiens, comment je vis ça en tant qu'usager? Je consulte un psychologue au privé, puis je vais à des groupes d'entraide. Donc, pour la psychothérapie, honnêtement, pas mal similaire. Je préfère en présence quand même avec le fichu mal. Mais ça passe pour la thérapie. Parce que, au final, on fait juste échanger sur ce que je vis, etc. On voit le non-verbal. Donc, je trouve que ça va pour moi, je le vis bien. Puis même, là, je suis en vidéoconférence avec mon psy parce qu'au niveau des horaires, c'est beaucoup plus facile, parce que sinon, ça me prend 40 minutes pour aller, 40 minutes pour revenir. C'est un peu compliqué. Donc là-dessus, ça va. Par contre, pour les groupes d'entraide, je n'ai même pas pensé au virtuel. Pour moi, c'est en présence. Puis, et je regardais, il y a beaucoup de groupes d'entraide là, qui sont passés au virtuel parce que
voilà, mais moi, c'est pas ça que je viens chercher. Dans un groupe d'entraide, je viens briser l'isolement, je viens surtout socialiser. Honnêtement, je suis un bavard, moi. Dès qu'il y a des pauses, je vais parler, puis je rencontre des amis, puis j'aime interagir. Puis même, tu sais, en présence, groupe d'entraide, tu es dans un milieu, tu sais, sécuritaire, tu sais, as pris le temps de venir. Donc, ça ne m'est même pas passé à l'esprit, tu sais, d'aller en vidéoconférence. Puis là, je ne peux plus y aller en présence parce que j'anime un groupe. Mais je sais qu'il y a des possibilités en virtuel, mais je n'y suis pas allé parce que il y a le manque d'intérêt qui est là. T'sais. Donc, ça parle quand même déjà de voir ça. Donc, c'est pour ça que je trouve ça intéressant de partager ça. Puis même là, regardez, on est au colloque. Puis là, je fais une conférence. Puis je parle, je ne sais pas qui parlait, je parle à une caméra. Donc, ça fait un peu bizarre, l'énergie, c'est pas la même. Puis le colloque, tu sais, normalement, c'est un gros truc de réseautage, on rencontre plein d'organismes. Moi, j'adore parler aux gens. Puis là, effectivement, ben, tu sais, c'est pas du tout la même atmosphère. Donc c'est sûr que, voilà, tu sais, il y a cette différence-là, tu sais, au niveau du ressenti, au niveau de la chaleur humaine, là, qui est beaucoup moins présente en vidéoconférence. By the way, tu sais, on pourrait parler de télétravail aussi. Moi, je vis seul dans un appartement. Le télétravail en relation là, je me tirerais une balle parce que je ne veux pas travailler et être au même endroit. Tu sais, j'ai besoin de sortir, j'ai besoin que mon travail et mon endroit de repos soient deux places différentes. Quoi. Donc, moi, j'ai eu de la chance, on n'a pas eu d'obligation, tu sais, à faire du télétravail pendant longtemps chez nous. Puis moi, je ne fais que travailler au centre. Tu sais. Donc, il y a notre ressenti, il y a notre expérience personnelle qui compte beaucoup là-dedans. Donc voilà, ça c'était ma petite expérience d'usager. Maintenant, en tant qu'intervenant. Okay? Donc, pourquoi j'aime la vidéoconférence? Mais tu sais, comme dit Pierre, puis je pense que vous, si vous faites de la vidéoconférence, ben, vous voyez un peu les mêmes choses. La première raison, ça permet de continuer à faire de l'intervention malgré la pandémie. Donc, c'est quand même super. Je trouve que ça fait un énorme bien par rapport au téléphone. Ça, vraiment, on voit le non-verbal, on a accès au visage. Je trouve qu'il y a quand même, on arrive à reproduire un peu une intervention en présence quand même. Donc, ça, j'apprécie. Donc, souvent, je vais proposer aux personnes, c'est comme première rencontre d'évaluation. Assez rapidement, je leur dis, qu'est-ce que tu préfères? On peut faire téléphone, vidéoconférence, présence. Et s'ils hésitent, des fois, je dis, ça te dit-tu d'essayer quand même la vidéoconférence? Là, ça peut valoir le coup. Des fois, il y a des réticences, mais vas-y, de toute façon, je vais t'accompagner, je vais te montrer comment on fait. Puis, après, s'ils apprécient, ce qui est souvent le cas, on continue en vidéoconférence. J'apprécie beaucoup pour certaines problématiques comme la colère, la violence conjugale. Des fois, on a des profils. Je préfère vraiment de loin quand c'est en vidéoconférence. Puis des fois, il y a des profils, ils ne sont pas tous comme ça, mais il y a des profils où ça ne parle pas beaucoup. Ça ne parle pas, ils ne savent pas. Tu sais, c'est pas qu'ils ne sont pas coopératifs, hein, mais. La mise en mots. C'est ça, tu leur dis, qu'est-ce que tu fais? Je sais pas. Qu'est-ce qui te met en colère? Je ne sais pas. Tu sais, donc j'aime bien des fois leur partager mon écran pour leur montrer, regarde, la colère, ça peut se manifester comme ça, tu peux lancer des objets sur un mur, ça peut être, tu peux frapper, tu peux aussi insulter, crier, etc. Puis là, ils vont voir visuellement, c'est quoi, puis ça va plus leur parler. Donc, ça, j'apprécie beaucoup, puis notamment pour détecter le non-verbal. Quand ils sont silencieux, tu ne sais pas si c'est parce que je dis quelque chose que tu n'es pas à l'aise ou c'est plus parce que tu ne sais pas quoi dire ou tu es en train de réfléchir. Donc, là-dessus, j'apprécie beaucoup. Puis, mes expériences en violence conjugale ou en agressivité en vidéoconférence sont plutôt bonnes. Votre téléphone, ça va aussi. Mais bon, ça marche souvent. Mais j'apprécie qu'on puisse passer vraiment en vidéoconférence. Donc, c'est ça. Un des gros trucs que ça apporte la vidéoconférence, c'est tout le handicap physique, notamment douleurs chroniques, les gens qui ne peuvent pas sortir de chez eux. Alléluia, quoi. Ça nous permet d'avoir accès à eux. Donc, ça, c'est génial. Ces pauvres gens, ils sont complètement isolés, ils ne peuvent pas sortir. Se lever, ça fait mal.
Donc ça, je trouve ça génial de pouvoir avoir un visage, de pouvoir se voir. C'est plus humain. Pareil, la distance. Nous, on est au plateau, mais on dessert tout Montréal. Donc, le gars qui habite à Pointe-aux-Trembles, des fois, ça ne tente pas de faire 1 heure de trajet. Puis ça, voilà, je parlais d'obstacles pour les hommes, c'est des obstacles, ça a le temps de trajet. Donc, la vidéoconférence, ça dit « Yes, tu as créé un bon contact avec nous. Je ne suis pas obligé de te référer à un organisme qui est à côté de chez toi. Tu peux rester avec nous. » Parce qu'on sait que ce qui est important dans l'intervention, c'est le lien de confiance, plus que l'organisme qui est proche de chez toi. Donc, tu n'as pas besoin de… Et c'est comme ça, des fois, les hommes, c'est dur de les accrocher des fois. Puis, il y en avait un qui habitait à Laval, à Longueuil, sur la Rive-Sud. Mais tu sais, il y a des super organismes sur la Rive-Sud, mais je ne sais pas pourquoi ça n'a pas marché sur le moment. Puis, c'est avec nous qu'il a accroché. Ben voilà, on a pu continuer nos rencontres en vidéoconférence. Et là, on va pouvoir le référer tranquillement sur la Rive-Sud. Mais voilà, il a eu sa première expérience qui est positive. Puis, et c'est ça, c'est plutôt que ça n'aurait pas marché. Au téléphone, ça n'aurait pas été la même chose. Puis, se déplacer l'après-midi, en fin d'après-midi à Montréal, c'est la mort. Donc, ça aurait été très dur. Alors, c'est ça. Moi, un truc que j'utilise beaucoup aussi, c'est que ce que j'aime bien avec la vidéoconférence, c'est que c'est une opportunité d'amener nos usagers à utiliser Internet. Parce qu'il y a pas mal d'usagers là qu'ils ont peur d'Internet, ils ne sont pas très à l'aise avec ça. Il y en a, ils ne l'ont jamais utilisé pour toutes sortes de raisons, des fois des bonnes. Quand on est une personne âgée, ce n'est pas toujours facile, on n'a pas appris. Des fois, parce qu'ils ont eu des pensées qu'ils vont se faire espionner, des choses comme ça. Alors, c'est une bonne opportunité pour arriver à les reconnecter parce que Internet, c'est quand même assez fondamental maintenant. C'est important. Alors, donc, je trouve ça génial de pouvoir les accompagner. Donc, c'est sûr que ça peut prendre un peu de temps des fois. Et c'est vrai que moi, j'ai la chance d'être habile avec ça. Donc, c'est facile pour moi de leur montrer comment marche Internet. Mais donc, c'est une bonne manière un petit peu parce que c'est pas facile quand on ne sait pas, on n'ose pas, on se sent jugé par les autres. Donc, nous, les intervenants, on peut les aider, les accompagner à montrer comment Zoom marche, à montrer un petit peu comment Internet marche, sans se transformer en instructeur d'informatique, mais un petit peu, donc les pousser là-dedans. Donc, ça, je trouve ça génial. Bon, donc ça, c'était un peu tous les points positifs. Au niveau des points négatifs, voilà, ça peut étonner peut-être des gestionnaires des fois que des usagers n'ont pas de courriel ou n'utilisent pas Internet, mais il y a des usagers qui n'utilisent pas Internet. Soit ils ne savent pas, ils n'ont jamais appris. Il y en a, ils n'ont pas de courriel. Il y en a, ils n'ont pas le droit parce qu'on leur a mis des interdits d'utiliser Internet. Donc, voilà. Donc, pour cette raison, il faut que la présence soit toujours là. Oups. Il y en a qui ont peur d'utiliser Internet. Donc, c'est un frein, tout simplement. Donc, s'ils préfèrent que ce soit en présence, c'est en présence. Dans nos usagers, des fois, il y en a qui sont très isolés. Donc, leur seule sortie de la semaine, c'est venir nous voir. Alors, la vidéoconférence les empêche de sortir. Donc, le fait d'être en présence, ça peut être une occasion de sortir. Puis moi, c'est souvent un levier d'intervention parce que quand ils sortent, ça les oblige à se bouger. Puis ils font « Ah, je suis énergique. » Je leur dis « Ben oui, parce que tu t'es bougé. » Donc, hey, on peut peut-être faire des activités, puis ça devient un truc d'intervention qu'on peut utiliser pour après s'énergiser, puis comprendre qu'en fait, en se mettant à l'action, c'est plus facile ensuite de bouger que quand on reste tout seul et qu'on fait rien. C'est sûr que la vidéoconférence pour certaines problématiques, donc j'en ai déjà parlé beaucoup, colère, violence conjugale, c'est pas que c'est pas adapté, ça dépend, comme a montré Pierre. Il faut changer le modèle. C'est ça. Oui, tout à fait, c'est ça. C'est pas que c'est pas adapté, mais que des fois, ça peut être moins adapté. Je pense plus à l'itinérance aussi, mais là encore, il y a des itinérants avec des smartphones qui utilisent la vidéoconférence. Personnes âgées, c'est pareil, ça dépend, mais voilà, ça dépend plus des personnes. Alors, clairement, la confidentialité. C'est 13h55. Donc, ça veut dire quoi? C'est parce qu'il y a une alerte pour tout le Québec sur les cellulaires pour vérifier si tout est correct. Ah, OK, d'accord. Tout le monde a fermé son cellulaire. C'est la technologie,
C'est ça. OK, c'est bon. Donc, c'est bon, on reste ici, on peut continuer. OK. C'est pas l'alarme incendie. Non, c'est ça, c'est ce que je me demandais au début. OK. La confidentialité, oui, donc ça, c'est un des gros enjeux. Quand tu parles de violence conjugale, puis une difficulté liée à la conjointe qui arrive. Hey. Alors, on ne peut pas parler de cette conjointe-là. Donc, ça, c'est sûr que c'est des choses à regarder bien avec l'usager, ça vient, parce que des fois, on n'est pas au courant. Mais ça aussi, c'est bien on peut l'utiliser comme, ben, tu sais, comme tu as fait, en fait, dans ton groupe, là, je trouve ça génial. Mais ça aussi, tu sais, des fois, oui, je vois, non, mais elle est là, il n'y a pas de problème. Non, ça ne marche pas comme ça. On ne va même pas continuer à parler. Il faut que tu prennes ton temps, il faut que c'est sérieux. On ne peut pas parler de ça si elle est là. Tu sais. Donc, c'est ça. L'exception amusante on a eu quelques fois des clients qui étaient assis dans leur voiture. Oui, ouais, Mais c'est bon, ça. c'est un espace confiné, à l'écart, sans contact avec les autres. On pouvait l'accepter. Exactement. Puis Il faut ça, faire preuve d'une certaine souplesse. c'est exactement ça, en fait. C'est selon l'usager, selon ce que je guesse. Est-ce qu'il le fait vraiment pour des bonnes raisons, qu'il n'y a pas le choix? Ou est-ce que là, c'est plus parce qu'il prend ça un petit peu au-dessus des autres et qu'il s'en fout? Ben là, regarde, il faut quand même être. Hein, prends ton temps pour toi, mets-toi dans de bonnes conditions pour t'aider, sinon ça marche. Donc, effectivement. Moi, la grosse chose, vraiment, c'est les groupes où moi, effectivement, le présentiel, je préfère devant. On le voit là dans notre groupe Bilan de vie, projet de vie. Là. En fait, c'est beaucoup. Ben, déjà, les pauses, ben, tout le monde est dans son écran, tout le monde s'en va, puis that's it. Alors que dans les groupes, quand tu fais une pause, ben, les gens peuvent discuter entre eux, puis créer leur lien. Rien que pour ça, déjà, c'est ça. Puis ensuite, les interactions. C'est très, ça fait très one-on-one, quand on est en vidéoconférence, intervenant, usager. Alors qu'en présence, c'est beaucoup plus facile de créer de l'aide mutuelle, donc les interactions entre les usagers. Puis là, on voit quand même la différence avec notre groupe. Là, on voit une cohésion qu'ils nous ont donnée, alors qu'en vidéoconférence, on était plus en individuel. Donc, c'est ça. Après, sûrement qu'en adaptant la vidéoconférence, on peut trouver des choses, mais ça demande du temps, tout ça. Alors, voilà, dernier point que je vais faire passer, puis ça devrait être bon en 5 minutes. Voilà, donc c'était pas mal ça un peu dans mes expériences. J'avais envie de faire un point sur les intervenants. Parce que j'ai parlé beaucoup pour les usagers, mais nous, les intervenants, qu'est-ce que ça peut amener comme point négatif? La vidéoconférence, c'est sur le temps administratif. Parce que quand on nous demande un changement, ben, ça fait que nous, on a déjà nos journées CT, puis ça nous rajoute du temps à faire, qu'on ne prend pas toujours en compte. Donc, créer le lien Zoom, envoyer les courriels, faire les autorisations d'échange. Ah non, il faut que je te le scanne, il faut ensuite que je fasse la signature, il faut que je te l'envoie. Puis mine de rien, ça prend 10 minutes, 15 minutes, puis si on ne fait pas attention, ça peut prendre un temps fou. Donc, ça, c'est quelque chose à gérer. Puis, c'est ça. Puis, qu'est-ce qui m'appartient à l'intérieur, qu'est-ce qui appartient plus à la structure? C'est ça, des fois, définir les rôles de qui s'occupe de quoi. Avoir du bon matériel. Bon, l'ordinateur qui lag. Non, je suis désolé. Voilà. Mais nous, c'est bon. Hein. Ça, au centre, ça marche. Mais définitivement, un ordinateur qui marche. Nous, on n'avait qu'un seul Zoom, alors on ne pouvait pas faire plusieurs vidéoconférences en même temps. Bref, l'Internet qui plante. Bon, c'est des trucs bêtes, là, mais nous, dans des organismes communautaires, il n'y a pas forcément une personne dédiée au système informatique. Alors, qui c'est qui s'en charge? C'est l'intervenant gentil qui est bon en programmation ou je ne sais pas quoi, et sauf qui a fait du temps supplémentaire. Donc, pourquoi j'en parle de tout ça? Hein? Je remets en contexte, mais parce qu'il y a beaucoup de burn-out pour les intervenants. Donc, ça, c'est du travail qui est important parce que si on veut développer ça, il faut une technologie béton. Il faut qu'on ait des bons équipements, mais il faut qu'il y ait quelqu'un qui s'occupe de ça, qui sait qui s'en occupe. Et on le nomme, ce n'est pas juste Bibi qui est sympa qui dépanne tout le monde. Donc, ça, c'est vraiment important. Puis, ce n'est pas tout le monde qui le fait parce que les internats, à la base, on n'est pas des informaticiens. Donc, c'est ça. Alors, ça amène les compétences informatiques.
Puis ça, je suis très empathique. Moi, je suis très à l'aise avec l'informatique, mais il y a des gens, ce n'est pas le cas, pas tous. Il y a des intervenants, ils ne savent pas, puis ils sont moins à l'aise. Alors, ça demande de la formation, puis ça demande de l'accompagnement aussi. Donc, parce que autant pour les usagers, ben, on comprend très bien, mais c'est pareil pour les intervenants. Puis on ne peut pas juste dire, il faut que tu te débrouilles, adapte-toi. Enfin, moi, ce n'est pas trop ma façon de voir les choses. Il faut qu'il y ait de l'accompagnement là-dedans. Donc, c'est ça. Et dernière chose, un truc marrant, la posture de l'intervenant ici, parce que ça amène, la vidéoconférence qui était chouette, c'est que, bon, ben voilà, on a un truc safe, ça marche, on peut donner des services. Mais ben, il y a toujours la pandémie qui, quand c'est qu'on vient en présence, hein, oui, d'un moment, oui, mais il y a un risque, alors on va attendre. Et ça, donc, si on prend nous, le Centre de ressources forum, dès qu'on avait une ouverture là, pour revenir en présence, on revenait en présence. OK, on fait un maximum de 6 personnes, on met 6 personnes, mais on revient en présence. Puis, on reconfine. Bon, ben, tant pis. Je pensais qu'on revient en présence. OK, on revient en présence. Puis, il faut choisir les modalités là, de sécurité. Puis, pourquoi je dis ça, c'est que ça demande une posture aussi, parce que des fois, il y a des gens, ils sont pas contents. Là, ils sont là, oui, vous n'avez pas le droit de faire un groupe en présence, parce que mon médecin, il m'a dit que c'était dangereux, etc. Ben oui, mais je comprends ton médecin, mais moi, je suis un organisme qui aide les gens vulnérables. On donne des services aussi aux gens qui sont non vaccinés. Alors, je comprends que pour la grande sécurité, il faut le passeport vaccinal, et puis c'est ça. Mais nous, on doit offrir des services, puis il y a des gens qui sont isolés, puis pour eux, c'est important. Ils n'ont pas forcément un réseau social, puis le fait de se rencontrer en présence, c'est méga important. Alors, donc, ça demande un certain courage d'adresser ça, ce qui n'est pas toujours facile. Puis c'est l'intervenant qui sait que le présentiel, pourquoi c'est important? Ben, ça amène la chaleur humaine, ça amène la présence, ça amène le soutien social. Des choses qui sont de moins en moins présentes dans nos sociétés, qui sont difficiles des fois de plus en plus à avoir. Donc, c'est important qu'elles soient là. Donc, ça demande un courage, parce que ce n'est pas toujours facile quand tu as des usagers qui disent « Oui, mon intervenant, il a dit que ce n'était pas normal ce que vous fassiez, puis ça me met en danger. » Puis il a raison d'ailleurs, quand tu as une personne âgée, puis que ta femme a des problèmes pulmonaires, bien oui, il y a des risques. Je suis d'accord. Et on ne peut pas te garantir les 100% par risque. Donc, il faut que tu connaisses les risques. Puis nous, voici nos mesures pour essayer de sécuriser, mais on ne peut pas le garantir. Donc, si c'est trop dangereux pour toi, ben ouais, il va falloir aller chercher ailleurs. Mais il y en a d'autres qui, eux, ils sont OK avec ce danger-là, puis ils vont venir. Donc, c'est ça. Donc voilà, bref, c'était pas mal ça. Merci. Mon partage. Complet. Et il y a beaucoup de réactions d'ailleurs dans le clavardage, ce que tu nommes. Les gens, effectivement, acquiescent sur les conditions que tu as nommées, la fatigue des intervenants, les conditions parfois un petit peu complexes. Bon, il y a Gérald qui nommait la présence des animaux de compagnie, parfois pendant la séance de groupe, etc. Donc, effectivement, il y a toutes sortes d'enjeux, les enjeux d'écran, de confort avec la technologie. Il y a beaucoup de gens qui réagissent en disant oui, effectivement, très important. Et c'est intéressant, Jessica nomme, effectivement, c'est un apprentissage de travailler en mode téléconsultation. Dans certains organismes, on a eu le temps de s'en parler un petit peu, de se dire, OK, qu'est-ce qu'on peut faire pour être plus confortable, plus efficace? Mais dans d'autres, peut-être que les gens n'ont pas eu la chance d'avoir quelqu'un de capable d'aider à ce niveau-là. Et donc, ça a pu être un défi beaucoup plus difficile. Mais ce que tu nommais au niveau de la fatigue, de la surcharge, bon, quelqu'un parlait aussi de la question de l'usure d'écran, d'être la zoomite, mais aussi la fatigue visuelle, d'être aux prises avec des heures et des heures et des heures d'écran, ce qui est nettement beaucoup plus que ce qu'on n'avait jamais fait jusque-là. Alors, donc, il y a plusieurs réactions de ce côté. Génial. Là, en gros, on a un petit 20 minutes. Donc, c'est ça, on voulait donner un temps. Je sais que ce n'est pas facile quand on est 50 en vidéoconférence de prendre la parole, mais on voulait vous donner un peu la possibilité là, de nous donner un peu, soit vous avez des questions, des commentaires,
vous, là, comment vous vivez ça, la vidéoconférence? Tu de l'amour, tu as une relation de haine, je ne sais pas. Puis sentez-vous bien à l'aise, là, ce qui est intéressant, c'est le partage d'expérience, c'est pas tant d'avoir la vérité. C'est ça, c'est comme un peu comment j'ai fait. Vous, comment vous faites ça? Ça nous intéresse. Sinon, ça peut être dans le chat, ou sinon, vous pouvez prendre la parole peut-être en activant votre micro. Essayer à faire quelque chose. Je ne sais pas si ça va avoir marché. Je pense que Un beau fond d'écran. Ouais. Non, j'essayais de me mettre en. C'est moi qui vais le faire, je pense. C'est toi qui vas le faire. Parfait. Je te laisse faire. Ouais. Donc, voilà, ben, merci. Super. Donc, si vous voulez peut-être vous manifester, que ce soit en levant la main ou en envoyant un autre petit texte dans le clavardage. Je porterai, moi, attention au clavardage. Peut-être que, Pierre, tu peux nous diriger si tu vois des mains levées. oui. Parce que mon écran ne me permet pas de tout voir. Donc, si je résume de mon côté, c'est sûr qu'il y a, comme l'a très bien dit Martin, il y a des défis et des difficultés. Il y a par contre des avantages intéressants, notamment de rejoindre certaines clientèles qu'on ne rejoignait pas, notamment de développer des modèles originaux de travail qui n'existaient pas avant que l'on ait à faire face à cette réalité. Et bien sûr, pour certains pour lesquels les conciliations travail-famille et suivi, soutien, ben là, il y a peut-être quelque chose d'aidant également. Je vois une main tout de suite. Annick Simard. Annick, voulez-vous y aller? Oui, bonjour Pierre, bonjour Martin. Je n'allumerai pas ma caméra, j'ai de la difficulté de connexion, mais c'est ça, moi, je viens du CIUS Centre-Ouest et je suis la répondante là, pour la santé bien-être pour notre CIUS. Puis justement, moi, je suis à la pratique professionnelle, puis on a observé pas mal les mêmes choses que vous pour autant que ça a facilité. On a rejoint des gens qu'on n'avait jamais rejoints, on a réuni des familles. Par contre, c'est ça, il y a tout l'accès aussi à la technologie. Puis on a vu que souvent, les personnes les plus vulnérables, on n'avait pas accès à la technologie. Fait que ça, c'était... Il fallait faire attention à ça parce qu'à un moment donné, on avait comme la directive de passer tout en virtuel, mais on disait non, il y a des clientèles qu'il faut aller rejoindre sur place. Puis on a fait aussi comme des lignes directrices de comment intervenir en virtuel. Puis c'est ça, je voulais peut-être le partager, c'est que je me demandais si vous le faisiez aussi, c'est qu'on avait préalablement à ça, il y avait quand même une entente, surtout pour éviter les risques. Là, ben, on pense des risques suicidaires ou des personnes qui sont en crise. On demandait où est-ce qu'ils sont, comment on peut vous rejoindre, où êtes-vous en ce moment? Parce que s'ils sont dans leur auto, effectivement, si ils nous disent qu'ils ont des idées suicidaires, on va avoir de la difficulté à les rejoindre. Là. Mais c'est ça, d'avoir une personne aussi proche qui pourrait intervenir en cas de problème. Autant, on faisait autant au niveau informatique qu'au niveau aussi personnel. Fait qu'on prenait comme un mini, peut-être, assurance un peu plus pour être capable de rejoindre cette personne-là. Parce que des fois, on a leur adresse personnelle, mais ils nous appellent pas, ils ne communiquent pas de cet endroit-là. Fait que c'est important de pouvoir les rejoindre. C'est juste ça que je voulais partager. Merci. Très intéressant. Merci, Annie. Il y a la main de Michel également. Michel de Oliveira. Veux-tu y aller, Michel? Oui, bonjour à vous deux. Toujours content de vous revoir. Toujours très intéressant de vous suivre dans vos aventures. Donc, nous ici, c'est ça, moi je suis du CLSC, la Chine, en fait, CIUS de l'Ouest. Et puis, juste avant la pandémie, on avait un projet de recherche qui s'appelait Access Open Minds. Et puis ça partait de la prémisse que dans la population, mettons qu'on prend les jeunes, nous, c'était les jeunes là, de 16 à 25 ans, sur la population totale qui a des problèmes de santé mentale, c'est ça, ça représente un 100 %. Il y a un 20 % qui ne vient jamais consulter dans les services. Puis juste avant la pandémie, on a décidé d'ouvrir du téléphone, du chat par texto et aussi virtuel. Et puis, on a été capable de faire ça pendant, je vous dirais, peut-être 2-3 mois, puis on a remarqué une meilleure adhérence de certaines personnes, puis une augmentation du succès des références, parce qu'on reçoit des références, du médecin, école, de paquet de places, puis il y a toujours une grosse partie qui ne répondent pas, ne sont pas intéressés, ne veulent pas. Puis là, on remarquait un succès par rapport à ça.
La pandémie est arrivée, donc là, on est tous tombés en virtuel. Ça a comme faussé un peu nos résultats. On a décidé de mettre ça sur la glace au niveau de cette recherche-là. Mais là, on reprend tranquillement. Puis surtout pour les jeunes, je vous dirais la tranche là, de 18-25, puis en particulier les garçons, en plus, qu'on est en train de voir, c'est que vraiment, on est capable d'aller en chercher plus. Donc, ce n'est pas un modèle qui plaît à tout le monde, mais en développant plus je dirais même pas hybride parce que c'est plus que juste deux choses. Hein. C'est en personne, c'est au téléphone, c'est texto, c'est par virtuel avec la caméra, tout ça. Plus qu'on développe des canaux comme ça, plus qu'on se rend compte qu'on va le chercher, notre 20 qui ne venait pas consulter avant ça. Puis on sait que les problèmes de santé mentale, c'est avant 25 ans que ça se développe, tout ça. Puis c'est là la période critique qu'il faut intervenir pour éviter que ça se cristallise puis ça continue. Donc, nous, ça semble être un succès à maintenant. Donc, on espère honnêtement qu'on va avoir encore la latitude d'avoir le choix, puis de laisser le choix à l'usager, puis vraiment se centrer sur le patient, puis dire, mais qu'est-ce que lui a besoin comme moyen pour qu'on le rejoigne, pour aller justement chercher ces gens-là qui ne viendraient pas, puis que nous, on ne veut pas ramasser comme dans 10, 15, 20 ans plus tard, où ce que là, tout va être cristallisé, il va y avoir de la consommation, il va y avoir un paquet de choses. Donc, c'est au début qu'il faut les prendre, puis nous, à date, c'est un succès. Avec tous les enjeux que ça vient, hein, que ce n'est pas facile. Oui, il y a des choses au niveau de la confidentialité, tout ça. Nous, on avait un groupe justement pour les jeunes où, écoute, on les avait drillés sur la confidentialité. Il faut que tu sois tout seul, il faut qu'il n'y ait pas personne. Puis à un moment donné, pendant qu'il y en a un qui parle, on voit comme une ombre qui passe en arrière, un participant qui dit c'est qui cette personne-là? Ah, c'est mon frère qui est passé, mais il va partir. Fait que là, arrête ça. Être obligé de dire ça à tous les participants. Puis on est un CIUS, donc il y a beaucoup de paperasse, donc il a même fallu déclarer des incidents pour chaque usager, bris de confidentialité. C'était terrible la paperasse de tout ça. Donc, nos gestionnaires ne nous ont pas beaucoup aimés, mais nous, les intervenants, on était comme, mais tu sais quoi, non, on continue pareil. Ça arrive des choses comme ça, il faut vivre avec ça, ça fait partie de la game. Mais jusqu'à maintenant, c'est un succès en fait. Fait qu'on essaie tranquillement parce qu'on apprend aussi, hein, et ça, la pandémie est arrivée, donc on est tous un peu en apprentissage, donc on apprend aussi comment faire les affaires, comment au niveau de la confidentialité, comment qu'on fait réaliser à l'autre que c'est important, cette confidentialité-là, puis comment que lui aussi peut faire, bon, on regarde des horaires, peut-être d'aller ailleurs, donner des locaux à la bibliothèque, des trucs comme ça, ou ce que parfois à la maison, ils n'ont pas cette confidentialité-là. Mais nous, c'est sûr que c'est là pour rester, là. Ça, c'est clair, parce qu'on va chercher notre population qui ne venait pas avant. C'est génial, Michel. Oui, c'est intéressant. Puis il y a l'aspect, je dirais, Michel, que vous avez en termes de souplesse et je dirais multimodal. C'est pas tu prends une slot ou tu prends l'autre. On est capable de naviguer selon ton besoin, l'évolution de ta situation entre une modalité et l'autre. Et le fait donc d'avoir les deux ou trois ou quatre modalités disponibles, ça fait en sorte qu'on peut ne pas perdre quelqu'un malgré des changements. Ça, c'est intéressant. Dans le clavardage, d'ailleurs, j'ajouterai un petit mot. Michael Fortin de Homme Québec nous mentionne comment, effectivement, pour eux, ça a augmenté la satisfaction des membres du réseau et que ça a permis, effectivement, de poursuivre des groupes qui, autrement, auraient probablement tombé. Il y a également Patrick de Pères séparés qui mentionne, avec René, d'ailleurs, son collègue, que ça a permis de rejoindre des gens, eux, aide des gens un peu partout dans la province, comment ça a effectivement permis de rejoindre des hommes qu'on n'aurait pas rejoints par d'autres moyens ou de d'autres manières. Alors, c'est intéressant. Là. Vous semblez aller dans la logique de dire d'être ouvert et d'être capable de maintenir plus d'une modalité, même si, comme Martin le nomme, et comme quelqu'un d'autre le nommait dans le clavardage, c'est bien sûr qu'il y a un coût à ça. Hein, ça demande un peu plus de temps, un peu plus de disponibilité, puisqu'on parfois, on dédouble certaines modalités ou certains services, mais ce que j'entends, c'est qu'on est capable de voir beaucoup de gains à ça. Je vois une main, Michael Fortin, je viens de voir. Merci, Michael, d'avoir levé ta main physique. Oui, bonjour tout le monde. Moi, j'ai vécu la pandémie dans deux organismes différents. J'ai eu la chance de le voir dans deux organismes. Donc, j'ai été directeur général d'une maison des jeunes. Il a fallu transformer une maison des jeunes au complet en service en ligne. Donc, ça a été quand même assez compliqué, mais au début, les activités, les gens étaient moins réceptifs, les jeunes étaient moins réceptifs, puis tout. Puis plus que ça a évolué, je pense un petit peu à cause de l'isolement que les jeunes vivaient, les jeunes se sont de plus en plus rapprochés de nos services, même qu'on est parvenu à une
participation comme en présentiel, le même nombre de personnes. C'était quand même assez intéressant. Et on s'est rendu compte à Homme Québec que c'est ça qu'on a fait aussi, c'est quand ça a éclaté, on a des groupes à peu près dans toutes les régions. Donc là, les groupes sont venus en ligne et on a créé une instance qu'on n'avait pas avant. On a créé un groupe d'accueil provincial que les personnes qui n'avaient pas accès dans les autres régions et toutes ont pu venir rejoindre quand il n'y avait pas de service dans leur région. Ils ont pu venir rejoindre ce groupe-là. Donc, on a amélioré la prestation de nos services. Et qu'est-ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que là, présentement, les groupes sont en train d'en revenir en présentiel dans les régions puis tout, mais le besoin au niveau du groupe provincial virtuel est encore là. Donc là, on a établi une structure d'animation pour ce groupe-là pour qu'il puisse continuer à fonctionner pour ceux-là qui sont justement dans des régions où c'est qu'il y a moins de services. Et qu'est-ce que je trouve intéressant, c'est qu'avec la Maison des jeunes, ça a été la même chose. Avec la Maison des jeunes, on avait des ateliers qui se présentaient mieux en ligne, qui se présentaient à la Maison des jeunes réellement. Donc, la façon qu'on marchait, c'était que l'animatrice, c'était des ateliers de bricolage. Elle allait porter chez les jeunes le matériel avant l'activité. Après ça, elle revenait dans un local à la Maison des jeunes où est-ce qu'elle était installée et elle donnait son atelier de bricolage via la Maison des jeunes. Donc, je pense qu'il y a vraiment quelque chose d'intéressant à aller chercher au niveau des services virtuels qu'on a développés durant la pandémie. Et c'est à peu près ça que j'avais à dire, que nous autres, on va poursuivre dans ce prototype-là, dans cette formule hybride-là, parce que même si beaucoup de nos membres nous disent qu'ils préfèrent le présentiel, il y a des choses qui ont ressorti dans la présentation, comme par exemple les membres en région où c'est qu'ils sont plus disparates, eux autres, ils préfèrent le virtuel parce qu'ils n'ont pas à se déplacer sur de longues distances et qu'ils ont accès à plus de services. Mais même les membres qui nous disaient qu'ils préféraient le présentiel aimaient le groupe virtuel. Il y a même des membres qui ont leur groupe présentiel et qui ont décidé de rejoindre le groupe virtuel aussi. Et la petite affaire que j'ai remarqué aussi, c'est qu'on peut peut-être aller chercher un service différent que ce qu'on donne habituellement. Nous autres, en Québec, c'est des groupes réguliers autogérés. Fait que c'est un suivi vraiment qu'ils font régulièrement à la semaine ou aux 2 semaines ensemble. Mais là, on se rend compte qu'il y en a que des fois, ils aiment venir dans nos groupes et partager aux besoins. Tu sais, quand ils ont vécu une semaine plus dure ou quand ils ont vécu des choses plus dures, ils viennent dans notre groupe et on est un groupe de parole et d'écoute. Donc, ils partagent leurs émotions puis tout là. Et ils n'en ont peut-être pas besoin régulier. Donc, même dans la prestation de nos services, on est en train de commencer à se poser des questions. Donc, c'était pas mal ça. Je vous en remercie beaucoup. Merci, merci. C'est très éclairant. 2 expériences plutôt qu'une, c'est encore plus intéressant. Je n'aurais pas osé imaginer qu'on pouvait même faire des ateliers de bricolage avec livraison du matériel à domicile. Là, vraiment, là, je me dis, wow, vous êtes, comme on dit, vous avez fait le petit pas d'extra que parfois on n'aurait même pas dit. Ça ne se fera pas. Non, non, ça se fait. Effectivement, je pense que c'est un des aspects intéressants que je constate. Il y a eu beaucoup d'initiatives et beaucoup d'audace de la part de beaucoup d'intervenants et d'intervenantes et d'organismes, incluant des organismes du réseau public qui ne sont pas toujours réputés pour être les plus audacieux dans les changements, mais j'ai vu qu'il y a des choses intéressantes qui se sont développées, manifestées, qui ont été expérimentées. C'est génial, vraiment. On fait des belles choses pour rejoindre et aider les hommes de nos communautés. C'est excellent. D'autres réflexions, d'autres questions, commentaires? Il y a quelqu'un, oui, Jean-Yves, dans le clavardage, qui mentionne qu'effectivement, c'est un peu comme peut-être se permettre de faire parfois un type de suivi ou de contact avec des usagers qui ont plus de difficultés dans un cadre un peu moins formel, comme aller prendre une marche, comme à la limite prendre un café dehors pour juste comme créer le lien, créer le contact, après être capable d'aller plus loin, de créer vraiment un lien de travail. Comme disait très bien Martin d'ailleurs tantôt, en disant le lien, c'est la première condition pour engager quelqu'un dans une démarche exigeante, souvent, là, de travail sur soi et de changement. Alors, c'est un peu l'écho de cette audace-là qu'on voit dans les modalités virtuelles que vous évoquez jusqu'ici.
D'autres commentaires, des questions, des réflexions? J'aurais le goût de lancer, parce qu'il y en a quelques-uns qui l'ont fait, mais pour vous, est-ce que ce que Martin a évoqué au niveau de vos défis comme intervenant et comme intervenante, ça a fait écho à votre expérience ou est-ce que c'est des défis qui vous restent encore à apprivoiser? Je parcours ma mosaïque là, en espérant voir rapidement vos mains. Ça veut dire que tout le monde a apprivoisé la vidéoconférence. Alors, tout le monde est prêt. Je pense qu'on on va continuer comme ça le reste de la semaine avec eux. Je pense. C'est ça. Mais jusqu'à temps qu'ils soient fatigués. moi, j'ai trouvé les réflexions super riches. Oui. Puis, il y a plein de trucs sur lesquels ça m'amène à réfléchir, mais la question que je me... C'est ça, c'est qu'en fait, moi, ce que ça m'amène là, ce que vous avez dit, c'est que c'est pas comme... Il y a des services qui se substituent bien. C'est comme l'intervention individuelle, ça se voit. Le groupe, ça peut. Puis il y en a où ça se substitue mal. Puis là, il faut faire preuve de grosse créativité pour gérer ça. C'est beaucoup Michael là, qui m'a sorti ça parce que nous, une activité qui a beaucoup pris le champ, c'était toutes les activités sociales. On animait un groupe là, d'activités sociales et tout, ça a pris le bord. Mais en maison des jeunes, si tu peux prendre le bord à ça, il n'y a plus rien. Donc, tu es obligé de faire quelque chose. Puis ça, je trouve ça super intéressant. Et c'est ça. Donc, ça, c'était le premier point que ça m'amène, c'est que tu es obligé de sortir de la boîte et de créer quelque chose d'un peu nouveau. Un peu comme a fait Pierre, là, les groupes sont très différents. Non, c'est juste 4 personnes. C'est pas rien de prendre ce choix-là. Puis on fait juste 1 heure, on ne fait pas 3 heures. C'est quelque chose. Donc ça, c'est beaucoup ça que ça m'a amené. Que c'est possible. C'est parce qu'on peut facilement dire, c'est plus possible. Mais si c'est possible, mais effectivement, il va falloir qu'on trouve des choses si on se met ensemble et qu'on prend le temps de faire ça. Moi, un des éléments que ça m'amène à voir, c'est que ça nous a forcé à dire et à admettre que des gens qu'on ne rejoignait pas et que peut-être pour toutes sortes de raisons, on ignorait ou on ne faisait pas l'effort ou on ne prenait pas le risque d'oser autre chose que ce qu'on connaissait pour les rejoindre, pour tenter de répondre à leurs besoins. Moi, s'il y a quelque chose que je retiens, c'est cet élément-là. On est maintenant au défi de dire, est-ce qu'on va maintenant, parce qu'on revient tranquillement vers la normale, laisser tomber des gens que l'on a réussi à sortir de leur isolement, qu'on a réussi à sortir de leurs contraintes personnelles? Est-ce qu'on va être assez solide pour décider, OK, oui, ça va être exigeant, mais qu'il faut qu'on trouve des modalités. Peut-être que ce ne sera pas tous les organismes. Peut-être que certains organismes pourront dire, OK, nous, pour notre région, on va faire un bout de chemin, offrir une partie des services en ligne. Peut-être que c'est trop fou d'exiger ou d'espérer que tous les services, dans tous les organismes, dans tous les établissements, pourraient maintenir ce double défi-là. Aller en ligne quand on n'est plus obligé d'être en présence, c'est exigeant, mais c'est déjà pas comme de devoir faire les deux. Alors, peut-être qu'on devra se parler, peut-être qu'on devra se parler au niveau de la région, au niveau des quartiers, au niveau des établissements, quant à comment faire pour garder cette accessibilité nouvelle pour certaines clientèles, pour certaines problématiques aussi qui se sont révélées ou ça s'est révélé aidant. Mais bien sûr, en relevant le défi qu'en revenant vers la normale, bien sûr, il va y avoir des exigences d'arriver à concilier ou maintenir tous les efforts en même temps. C'est peut-être un peu exigeant. Oui. Puis l'autre chose, parce que c'est vrai que maintenant, on trouve ça normal, mais il y a 2 ans, la vidéoconférence, je pense qu'en intervention, c'était comme, c'est même pas envisageable. On parlait de confidentialité. Les infos, on ne sait pas où elles vont aller, etc. Finalement, on a vu que c'était juste un peu des paroles en l'air, puis que ça se fait très bien. Donc, je trouve ça super intéressant. Puis je me souviens, moi, quand j'ai eu, il y avait des fois, quand je faisais mes stages, il y avait des intervenants, ils disaient, non, on ne fait pas d'intervention par courriel, c'est juste, on répond le moins possible. Puis, on se rend compte que, hey, on en rate des gens là, comme ça. Il faut développer ces technologies-là, le clavardage et tout. Puis ça, la recherche, ça le montre. Que plus tu rends accessible, plus tu rends facile l'accès au service, mieux c'est. Donc, si le clavardage, ça aide parce que c'est dur d'appeler, mais envoyer un chat, c'est beaucoup plus facile. Ouais, il faut le développer. Mais ouais, il faut le temps et les ressources.
Voilà. C'est ça le truc. Et l'envie. Donc, écoutez, voilà pour nous. Je pense, Pierre, qu'on s'achemine tranquillement vers la fin. Il nous reste un petit 5 minutes. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut faire un coucou, y aller par le clavardage ou à main levée, de nous donner un élément de feedback? On a-tu quelqu'un ici même dans la salle? Non? OK, parfait. Je m'essayais. Oui, j'ai justement une main levée dans la salle. Ça, c'est comme les enchères. En ligne, en présence. J'ai maintenant une mise en présence, monsieur. J'en profite pour en même temps peut-être relancer si vous avez effectivement des clients à nous référer pour la recherche. On en manque, particulièrement ceux qui ont en prévention du suicide, ceux qui ont des problèmes de toxicomanie, particulièrement dans les GNF et dans les CLSC. Aussi, on a encore du recrutement à faire. Alors, c'est bien. Moi, ce que je voulais souligner aussi, c'est comment, donc, l'adresse de cours de David, qui est décidé justement, qui est un bon moyen pour référer ces clients-là. L'affaire qui m'a beaucoup aussi impressionné dans les premiers résultats aussi qu'on va avoir en tête, c'est qu'on a appris aussi à utiliser le téléphone autrement que juste la demande d'aide initiale. Le téléphone particulièrement a été utilisé en suivi comme il était auparavant, qu'il n'était pas auparavant. Et ce que certains soulevaient aussi, c'est que des fois, ça permet de rejoindre des clients qui sont peut-être un peu moins compliants, qui ne se présentent pas toujours dans leur rendez-vous. Et là, ben, quand tu l'appelles après, puis il est là, il est au bout de son cellulaire la plupart du temps. Personnellement, ça m'est arrivé d'avoir un client qui ne s'est pas présenté pour la rencontre de fin de suivi. Et je le rappelle après pour voir quand est-ce qu'on pourrait se reprendre. Puis en même temps, on pourrait faire ça aussi par téléphone en fin de processus. Mais on s'est parlé, il était en train de pêcher sur le bord d'un lac. Alors, isolé, tout ça dans son coin, donc il peut parler librement. Mais en même temps, c'était un bon temps pour lui, un temps de calme pour parler. Donc, ça a été aussi une occasion de faire le bilan qui a été très intéressant d'utiliser comme autrement, j'aurais probablement perdu, qu'il n'aurait pas retourné le téléphone parce que là, notre processus était fini. Puis le bilan de la fin, pour lui, c'était moins important. Comme ça arrive souvent d'ailleurs. Alors, ça peut être une occasion. L'autre chose, moi, qui m'est arrivé aussi personnellement, c'est de commencer en virtuel et finalement, en cours de route, les mesures changent, on peut commencer à rencontrer en présentiel. Et là, il y a comme des affaires nouvelles que j'ai découvertes en présentiel que je n'avais pas en vidéo. Alors, il y a comme des choses, il y a comme un feeling qui a passé. Ça m'a permis de mettre le doigt sur des choses que j'avais peut-être moins vues dans le format visuel aussi. Fait qu'il y a des avantages, des inconvénients, c'est complexe et il faut, effectivement, comme vous disiez, je pense que vous avez bien présenté une panoplie de possibilités. Et merci beaucoup en tout cas pour votre témoignage très, très riche. Merci. Ben voilà, mon cher Pierre, je pense que là, on est sur le point de conclure et de dire merci de votre participation. Vous étiez extrêmement nombreux, comme vous l'aurez constaté. J'espère que ça vous aura stimulé. J'espère que ça vous aura stimulé aussi peut-être à répondre à l'appel du pôle d'expertise. Parce que c'est sûr que cette recherche-là, si elle nous permet d'avoir un panorama détaillé, élargi, j'allais dire panoramique, c'est-à-dire couvrant différents champs, ça va tous nous aider à mieux réfléchir sur les possibilités, les écueils et les conditions aussi pour réussir ce travail. Alors, merci à vous. Ne vous gênez pas de nous interpeller s'il y a des choses qu'on vous a présentées qui vous intéressent et pour lesquelles vous désirez en savoir plus. On sera vraiment heureux de répondre à vos questions. Merci.